Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé de Tracteur et derrière le micro pour ce podcast. Vous retrouvez ici des sessions d'échange avec des entrepreneurs et aussi avec des experts sur des thématiques qui concernent les startups. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cédric Dumas, le fondateur et dirigeant de Weedy, une startup qui ne cesse de se développer depuis 7 ans. J'ai adoré passer ce moment en compagnie de Cédric. On revient sur son parcours et sur l'histoire de la société qui est très riche d'enseignements. Concurrencer les GAFA, faire une levée de fonds par an, collaborer avec des grands groupes et surtout comment l'intelligence artificielle et l'humain peuvent être les meilleurs partenaires. Car c'est là toute la proposition de valeur de Weedy qui propose une solution d'assistance personnelle combinant la tech et le savoir-faire de concierge humain. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Cédric sur ce podcast. Merci, bonjour. Aujourd'hui, on va parler ensemble de Weedy, Oui. startup que tu as fondée en 2014. C'est ça. Je suis très heureux de t'avoir et que tu m'offres du temps, ainsi qu'aux auditeurs qui écouteront ce podcast. Surtout que ton emploi du temps, il est pas mal rempli, même si tu dois avoir un super assistant personnel pour t'organiser. On va en C'est parler. le cas de le dire. Ouais. Donc merci pour ça. Je vais pas me lancer dans une intro hyper longue, mais voilà, sache que je suis vraiment très heureux que tu prennes ce temps-là. Surtout que je trouve que vous êtes une très belle société en Nouvelle-Aquitaine et plus largement en France, et C'est gentil, merci. qu'on n'entend peut-être pas assez parler de vous. Alors tu me diras plus tard si c'est peut-être une stratégie de votre part d'avancer peut-être un peu masqué comme ça. Mais bref, trêve de. J'ai dit que je ferais pas une longue intro, donc je te passe la main si tu le veux bien pour te présenter. Alors, je m'appelle Cédric Dumas, je suis le patron, on dit CEO dans les startups, et fondateur de Weedy. Weedy, je l'ai créé en 2014. Avant, pendant 10 ans, j'ai eu une conciergerie classique. Alors là, il n'y avait pas de tech, donc on assistait les gens à l'année d'une manière classique. Ça pendant 10 ans, ça s'appelait Rêve Exaucé. C'était un marché qui était à la fois vieillissant Mhm. et détenu par des mastodontes qui sont comme les John Paul ou d'autres qu'on peut trouver sur plutôt des capitales, sur des très grosses villes. Et la province a toujours eu du mal à lancer enfin n'importe qui a eu du mal à lancer des conciergeries qui ont pu avoir une ambition internationale. Et moi, j'avais plutôt une envie de faire quelque chose de très grand. Mhm. Et donc, j'ai tenté avec des footballeurs, des rugbyman et tout, mais ça n'a pas changé grand-chose. J'ai fait vivoter une société, j'ai pu embaucher jusqu'à 3 à 4 personnes, mais pas plus. Et je voyais bien que le marché était très très verrouillé, et surtout en plus sans une grande dynamique d'innovation. Mhm. Pas péjoratif envers les autres, c'est plus que ils travaillaient vraiment l'humain à humain, et avec une notion de ce qui se développait, c'était plus les conciergeries d'entreprise pendant quelques années, puis il y a eu quand même beaucoup qui se sont cassés la figure avec ça. Donc j'arrivais pas à voir comment créer quelque chose de nouveau. Mhm. Par contre, c'est assez curieux comme histoire, mais pourquoi j'ai pensé à Weedy, c'est dans les rugbyman, j'avais beaucoup d'étrangers du top 14, donc des internationaux qui étaient fidjiens, australiens, sud-africains, néo-zélandais, etc. Et ils arrivaient avec toute leur famille sur un club en France, parce que j'en avais dans toute la France. Et on devait faire l'installation, et en fait, tous les jours, il y avait des problématiques très très bêtes, mais juste parce la famille ne parlait pas français. Et donc, par exemple, un technicien EDF passait, ben, je comprends pas ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il sonne à la porte? Qu'est-ce qu'il veut? Il me parle, voilà. Et on s'est rendu compte, en fait, le véritable confort, enfin, je me suis rendu compte que le véritable confort d'une personne, c'est qu'on l'assiste au quotidien. Alors que la conciergerie, entre guillemets, de luxe, bah, est sur une niche, le luxe, et on a une vision qui est très très ponctuelle, c'est-à-dire ce côté Plus événementiel, on va dire. voilà, exceptionnel de j'ai un voyage, j'ai un cadeau, voilà. Alors il y en a qui peuvent l'utiliser au quotidien, mais si on regarde la grande grande majorité, par exemple ceux qui ont une carte noire, la Black Card, ils vont l'utiliser en général 1 à 2 fois dans l'année. Donc c'est très très ponctuel, je dis bien la majorité, hein. Et donc, ça voulait dire que c'est à la fois une notion, on parle de fidélité, de fidélisation, sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est une sorte d'image de luxe et de confort, sans véritablement amener un confort du quotidien. Donc, Mhm.
petit à petit, et en fait, j'ai vu le confort du quotidien avec des gens qui sont étrangers dans notre pays et qui ne parlent pas français. Et alors, tout est problématique au quotidien. Et j'ai corrélé les deux. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, les gens ont besoin d'un personal assistant, donc un assistant personnel du quotidien. Et tout doucement, et en même temps, j'avais une passion, sans être tech, une passion sur l'intelligence artificielle, surtout sur ce qu'elle peut donner. C'est-à-dire une nouvelle matière qui permet de recréer des choses. Ouais, sur ça, tu dis, tu es pas tech, mais c'est une passion. Tu as été tout de suite rapidement sur ta première société et ensuite Ouais. l'idée de comment était venu Weedy, mais juste pour un petit, pour voir quel est ton background. Est-ce que toi, tu as une formation plus euh, Voilà. générale? C'est quoi ton parcours? Donc le parcours, il est très atypique, mais entrepreneur. Donc on va dire que dans les études, ça va pas amener beaucoup de critères. J'ai eu un doc de maths physique Ok, et un doc de philo. ok. Donc déjà là, ça brouille les pistes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire? Bon, et d'ailleurs, j'ai rien fait de ça. Et t'as entrepris directement après la Non, formation? non, parce que j'ai quand même un certain âge. Donc j'ai eu une première vie qui était dans le domaine musical. J'ai été Ok. artiste-compositeur et j'ai signé dans un label qui s'appelle Sony Columbia et j'ai fait des chansons et des albums et des clips sous un autre nom, c'est pas venu me chercher. Et j'ai vécu pendant 10 ans une carrière musicale à faire des concerts et des tournées et de la chanson, etc. Et de faire auteur-compositeur et de faire des albums. Donc Ok, mais j'avais créé ma société de production et d'édition où j'ai d'accord. revendu ce qu'on appelle les bandes, le master et les éditions, le publishing, voilà. Donc déjà j'avais une construction qui était assez projet personnel et d'aller se vendre. Et là, en plus, quand c'est de la musique, c'est aussi virtuel que l'IA, c'est-à-dire on part de rien. Et on Mhm, doit construire quelque chose avec notre imagination. mhm. Et après, ça devient très concret. Après, c'est du marketing. C'est-à-dire qu'on devient un produit. Et ce produit, bah, il faut le vendre, il faut passer en radio, et il faut vendre que ça passe, quoi. C'est un peu le même projet sur Weedy, c'est-à-dire qu'on part de rien. Mhm. L'intelligence artificielle, c'est une page blanche. Par contre, c'est de la matière qui permet de créer tout ce qu'on veut. Et un peu comme les imprimantes 3D, quand on dit ça permet de recréer des objets, ou etc. L'IA, donc l'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est de la matière pour faire des choses. Et ça m'a permis de faire Weedy, mais c'est pour ça que je dis que je suis entrepreneur et pas tech, malgré le fait que évidemment, on est plutôt s'y intéresser quand on a autant de tech chez nous, mais je suis plutôt dans la conception du projet et le produit, et après de voir comment le réaliser en tech et de bien s'entourer. Ok, super intéressant déjà cet aspect vouloir être entrepreneur dès le départ en fait, pas tant sur le côté j'ai envie de gérer une entreprise, mais plus de Oui, aller vers quelque chose qui me passionne et avec une certaine forme de liberté. ouais. C'est quelque chose Ah oui. que on retrouve pas mal là sur les derniers échanges que j'ai eus aussi. Mm. Du coup, tu as commencé à amener avant sur la notion de personnel, d'assistant personnel. Donc, c'est ce que fait Weedy. Tu as parlé Mm. d'intelligence artificielle. Peut-être que pour qu'on mette les choses un peu au clair, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que fait Weedy et voilà, Ouais, revenir sur le pitch, on va dire, de Weedy. ouais. Alors Weedy a fait la même chose, mais il a évolué dans sa forme, parce que je l'ai créé en 2014, donc on a eu le temps de quand même changer des choses et surtout comment l'utilisateur va le percevoir. On a commencé comme pas mal d'autres en mode chat, donc ce que certains disent chatbot, c'est un peu comme un Siri ou un Google Assistant, et donc je parle ou je texte, et il va comprendre ce que je dis et m'assister. Là où nous, on était différents, c'était qu'on assistait vraiment. C'était pas juste un ordre vocal qui ouvre la météo ou fait une dictée vocale pour faire du SMS ou allume la musique, etc. Nous, on était dans fais-moi une réservation, prends des rendez-vous, fais-moi un achat ou recherche une info, mais je veux l'info. Je veux pas une liste de sites internet, je veux vraiment la bonne info. Donc, il y avait des discussions jusqu'à la bonne réponse et une véritable assistance avec un vrai service d'assistance derrière. La différence aussi, c'est qu'on était hybride, c'est-à-dire qu'on avait à la fois des humains et de la tech,
Et les deux travaillaient ensemble pour pouvoir répondre, parce que c'est ça l'idée derrière Weedy, c'est comment assister des millions de clients avec un vrai service d'assistance. Alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, la conciergerie sur une niche premium, luxe, et ne peut assister parce que c'est des plateaux d'humains, même si des fois certains disent qu'ils ont de la tech, c'est pas vrai. Ils ont juste une sorte de mode Messenger, ils ont du chat, mais Mhm. derrière c'est un plateau humain. Le plateau humain ne peut gérer que ce qu'il peut humainement. Mhm. Et moi, je voyais c'est pour ça que je dis que j'ai utilisé la technologie, et ça nous a permis d'embaucher beaucoup et de continuer à embaucher beaucoup. C'est ça qui est bien on peut le dire, nous, c'est-à-dire que l'IA ne détruit pas des emplois chez nous, c'est l'opposé. C'est-à-dire que grâce Oui. à elle, on crée Weedy et on peut embaucher des gens. Et ça nous a permis de prendre des marchés que personne ne peut prendre. Et c'est ça l'IA pour moi. L'IA, c'est une forme qui permet de soit réinventer des métiers, soit de faire des nouveaux métiers, et qui permettent aussi de prendre des nouveaux marchés que personne ne Mhm. pouvait prendre. Pour revenir à ce que fait Weedy, donc il était en mode chat, vocal ou texte, et maintenant, depuis un an, on est en ce qu'on appelle en forme to-do. Donc on appelle ça une smart to-do, c'est-à-dire que tu déposes toutes les tâches et les notes que tu veux, et après, tu as un assistant embarqué dans ta to-do et il va le faire à ta place. Toutes les tâches du quotidien que tu as à faire, tu te la mets dans ta to-do et puis lui, il va faire ce que tu as envie qu'il fasse, Aussi bien professionnel que personnel? ce que tu veux. Et ça, 24 heures sur 24. Et c'est-à-dire que si, par exemple, je sais à peu près tout ce que j'ai à faire, mais j'ai un peu de mal à m'organiser, la notion de smart va intervenir à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va dire, va d'abord plutôt faire cette tâche maintenant, et ensuite celle-ci, ou celle-ci, je peux un petit peu m'occuper d'une partie pour Ah toi. non, lui, il va tout te faire en même temps, en fait. Ok. C'est-à-dire que lui, en fait, et puis toi, tu as une sorte de dashboard où tu vois toutes les actions qui sont menées et tu vois où tu as une jauge, en fait, avec où il en est. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est en finalisation? Et quand c'est fini, il va t'envoyer une notification pour dire que c'est confirmé, il va te le mettre dans l'agenda, tu n'as rien à faire. L'idée, c'est vraiment un assistant, c'est-à-dire j'ai plein de choses que je dois faire, et certaines choses, je suis obligé de le faire moi, donc je ne vais pas lui demander, mais toutes les autres choses que c'est pas grave que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, il le fait à ma place. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas à appeler quelqu'un pour m'expliquer, et je le mets sur mon smartphone et c'est réglé. Et ça se fait tout Ok. seul. Et donc ça c'est ce que fait Weedy. Ouais, Et si on revient vraiment un petit peu au départ, donc toi tu dis, tu vois un petit peu cet alignement des planètes entre ce que tu as vu toi sur le terrain oui, avec tes expériences de conciergerie, avec cet aspect au quotidien qui pourrait être bien plus adressé. Tu vois aussi l'arrivée certainement des Siri, des OK oui, Google, etc., des chatbots. Et toi tu te dis, je vais prendre le meilleur des deux et je vais faire ma société en fait. ouais. Et concrètement, comment ça se passe? T'es tout seul, Voilà. tu en parles à qui? Comment démarre l'aventure en fait? Eh ben, j'avais la chance en fait en faisant de la conciergerie et d'avoir un très très bon relationnel avec certains clients, dont un surtout, avec qui je discutais de tout. On était limite devenus amis, en plus d'être son service de conciergerie. Et un soir, en fait, lors d'un repas, j'avais écrit sur un papier mon projet Weedy. Et je dis pas que c'était bien arrosé, mais bon, voilà, il y a une bonne ambiance. Et puis je me dis, c'est le bon moment en fait, de me challenger, c'est-à-dire de voir la tête qu'il va faire quand je lui ai expliqué le projet que je vais faire à partir de maintenant. Parce que c'était un client, en plus, potentiellement un utilisateur type du futur service Pas Weedy du tout. ou Non. non? Non, c'était plutôt quelqu'un qui, entre guillemets, je disais, il y avait une relation amicale, donc je savais qu'il m'appréciait, donc il allait plutôt avoir une logique de me challenger si et en fait, ça me permettait de pitcher. Et Mmh. de pitcher un truc sur le papier qui paraît complètement une ambition qui, pour des Français, des fois, ça fait un peu bizarre, cette ambition un peu démesurée, internationale, de dire ah pourquoi on ne pourrait pas le faire nous. Donc Mmh. voilà l'idée, exactement, de prendre le meilleur des deux et de dire regarde l'immense trou qu'il y a entre les deux. Il y a tout le marché en fait, et de voir comment il réagit. Donc c'était, en fait, je pense que ça c'est important pour n'importe qui veut se lancer, c'est déjà de mettre sur papier, mais il n'y a pas besoin de faire un PowerPoint de 45 slides, il y a juste besoin de se dire en une page,
comment je vais pitcher mon modèle et ce que je veux faire, et même sans dire étude de marché, hein, c'est juste voilà mon projet, et de Mhm. voir les réactions de ceux qui nous connaissent en fait. Et de alors la famille c'est bien, mais quelqu'un qui aura pas peur de nous rentrer dedans, et auquel nous ça va pas nous vexer émotionnellement parce qu'on se connaît trop bien. C'est-à-dire si c'est ma femme ou ma famille, on sait qu'on peut mal le prendre. Mhm. Là, quelqu'un comme ça, il y a une relation amicale, mais en même temps, c'est professionnel. Et ben, ça me met dans une position qui n'est pas une position de confort. Et la personne peut vraiment y aller plein pot sur moi. Bon. Ce Mhm. que j'ai fait, et en fait, je pitchais. Il me regardait avec un sourire et il m'a dit, t'as besoin de combien? Ah, donc là, Et là, je me c'est suis que dit, tiens, c'est pas mal. J'aime bien cette phrase. Voilà. faut que je pitche plus souvent. C'est pour ça que j'arrête pas de pitcher. Et que je fais des levées tout le temps. Mais et donc là, en fait, je lui ai dit, j'ai besoin de 80 000 euros pour commencer une sorte de proto, et surtout de lancer le truc et d'aller chercher après des fonds. J'ai mis un an hein, pour aller chercher Mhm. 600 000 euros. Donc Donc, là, tu cherches au démarrage plutôt ce qu'on appelle du love money ou des fonds un peu d'amorçage et donc tu rassembles ce premier budget et tu as rapidement en tête et Love Money. les postes de dépenses. Tu te dis, il faut que je construise d'abord une équipe tech, que je prenne un tout petit peu de marketing. Tu as tout de suite un peu cette vision aussi du produit. Comment ça se passe? Alors, vu ce que je voulais faire, il fallait forcément un peu de tech. Ouais. Sinon, ça peut pas se mettre tout seul sur le téléphone, et au moins qu'il y a une sorte de proto-chat, même s'il n'y a pas une grosse technologie derrière, et même s'il n'y a pas trop d'IA derrière, parce que ça Mhm. coûte très très cher. Maintenant, donc, et le marketing, il n'y en avait pas vraiment besoin parce qu'en fait, le premier marketing, c'est le pitch. Et c'est Mhm. comment moi je vais présenter mon projet. Et même si c'est pas très joli en design pour démarrer, c'est pas très grave parce qu'en fait, il faut surtout montrer la vision. Et Mhm. si je montre en même temps une maquette, voilà, voilà comment ça marche, essaye, et voilà, et on se débrouille un peu pour que ça marche. Je dirais que ça, c'est un point de départ par rapport à ce qu'on a fait, hein. Ça dépend des Mhm. projets. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'un point d'entrée. Et en même temps, je me disais, moi déjà, j'avais pas spécialement d'argent. Donc il fallait forcément que quelqu'un me fasse confiance. Et qui dise, bah, je veux miser sur toi, je te connais, je sais que tu es sérieux. J'avais cet historique d'avoir géré une entreprise et il m'avait vu le faire. Et en même temps, bah, il y a une ambition qui lui plaît parce que lui aussi, ce qu'on appelle la love money, lui aussi entrepreneur, avec des réussites et des échecs. Et donc, d'un coup, bah, soit ça match la vision et le porteur de projet donne confiance ou pas. Et c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui dit oui. Bah là, j'ai eu cette chance, il en faut aussi un petit peu, mais par contre, je l'ai provoqué. C'est que je Mhm. suis allé et me mettre à nu, de dire, bah voilà ce que je veux faire, et en même temps, il aurait pu me rigoler au nez. Hein. En disant, ça va pas dans ta tête, calme-toi. Et voilà. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Par contre, après, bah, j'ai pris mon bâton de pèlerin, et je suis allé voir BPI, je suis allé voir la région, je suis allé voir beaucoup de chefs d'entreprise. Vous êtes passé par une case incubation, accélération. Je sais que vous avez fait le village by CA, mais est-ce Ça, que c'est après. c'était C'est après. après? Ouais. Non, j'ai travaillé avec Unitech, Ok. qui aide bien. J'étais aussi en relation avec l'ADI sur Mhm. la région, qui est très très dynamique. Donc Unitech et ADI, je dirais que c'est déjà une aide et beaucoup de conseils très judicieux qui permettent de bien construire ce qu'on appelle ce business plan. Et sur 3 ans ou 5 ans, voilà, ce truc un peu curieux de prévisionnel, où on met Prévisionner l'incertitude. voilà, c'est du prévisionnel sur quelque chose qui n'existe pas, donc c'est forcément prévisionnel, mais en même temps, on l'a pas testé, donc c'est assez curieux, je trouve. Mais bon, c'est comme ça, c'est les règles, mais il fallait le construire. Et moi, je j'étais pas comptable, je savais pas ce qu'il fallait mettre dans les charges, etc. J'avais déjà géré une entreprise, donc je savais ce qu'est les charges et comment payer les choses tout le temps, mais voilà. Donc, être aidé au début par des organismes qui sont là pour ça et qui le font Mhm. très bien dans notre région. Je connais pas les autres régions, mais cette région, ils le font bien. Ça aide bien.
Et donc là, vous êtes dans cette phase-là, et le but est de construire un premier donc prototype, et d'aller Et chercher chercher de une l'argent. première Mmh. preuve de concept aussi avec des clients. Comment ça se La passe? première année, non, la première année, c'était alors avec un petit proto qui a coûté quelques milliers d'euros, j'ai mis 1 an à trouver 600 000 euros. Parce que pour faire une version 1 qui permet de quand même aller présenter à des clients, c'est pas possible avec un proto, sachant que moi, ma stratégie était un peu particulière, c'était de m'adresser qu'à des grands groupes, donc Oui. limite suicidaire, c'était d'aller voir les grands groupes et de signer ce qu'on appelle en marque blanche, c'est-à-dire de dire je vais prendre ton nom et je vais assister tous tes clients. Alors, forcément, là, on pouvait vraiment me rire au nez. Oui, c'est d'ailleurs sur cet aspect-là, on peut juste apporter une précision pour les peut-être personnes qui auraient mal compris, mais Weedy, c'est un assistant personnel, mais que vous pouvez pas télécharger, qui est pas accessible à monsieur, madame, tout le monde. Oui, Il est accessible si vous êtes client de certaines entreprises qui ont fait appel à votre oui, service. c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle un modèle B2B2C. Donc de votre business à un autre business jusqu'au consumer, aux utilisateurs finaux. Donc nous, exactement, nous on signe avec les grands groupes et les grands groupes, pour eux, Weedy c'est une vitrine qui peut être testée par les grands groupes pour que les grands groupes disent ouais ça me plaît bien, donc effectivement je veux bien qu'on fasse une marque blanche, c'est-à-dire qu'on prenne leur nom, on fait la même chose, on met un habillage sous couleur de la marque et puis un petit nom des fois, ils vont changer le nom par exemple, et après c'est adressé à leurs clients et collaborateurs parfois, mais c'est rattaché à leurs clients. Donc en fait ils vont envoyer un mail avec un code d'activation et ce code d'activation est rattaché au nom du client et il n'y a que ce client qui peut utiliser, et sa famille peuvent utiliser cet assistant personnel. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que la trajectoire B2C, quand on dit qu'on a fait un assistant personnel, est impossible. En fait, on serait obligé tout le temps de se justifier, un peu là comme quand je l'explique, mais alors il faut imaginer en pub, et je sais même pas, même en dépensant des centaines de millions d'euros, ça change rien parce que en fait, nous tous, on a été nourris par Siri et Google Assistant et maintenant Alexa, et donc il faudrait tout le temps qu'on montre une différence, se justifier d'une différence, et en plus on est des petits Français à Bordeaux, donc ça peut pas être mieux. Et même, mais donc on montrera une différence et en même temps ça peut pas être mieux. Donc en termes de communication en B2C, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a eu cet axe stratégique de dire comment aller prendre des marchés et en même temps, comme ça a été dit dans l'intro, volontairement être dans l'ombre. Mhm. Donc c'est sûr qu'on a une communication un peu particulière parce que déjà, c'est ce que tu as dit, c'est B2B2C égale si d'un coup on fait un grand média, ce qui nous est arrivé, hein, parce qu'on a eu la Mhm. chance de faire le JT de 20 heures de TF1 un jour et on s'est pris beaucoup d'insultes le lendemain. Parce qu'en fait, les gens téléchargeaient l'application sur le store parce que tu peux la télécharger, sauf qu'on te demande un code d'activation. Ouais, à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote, mais ça va aller, je pense, à fond dans ton sens et dans ce que tu racontes. Mais en préparant l'entretien, du coup, j'ai été voir les différentes applications qu'il y a sur les stores, et du coup, il y en a plusieurs parce que Oui, vous avez donc ce service en marque blanche pour plusieurs clients, oui, AXA, Caisse d'Épargne. Enfin bref, tu nous citeras peut-être certains pour avoir Fortunato. des use cases précis. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est très polarisé les avis. Il y a des 5 étoiles avec des gens qui disent service exceptionnel. Vraiment j'adore, merci, ça change mon quotidien, et des gens qui laissent un étoile vraiment en disant je comprends pas, il faut un code, je suis Ah oui. hyper déçu, et donc ça montrait bien ce C'est côté-là. le problème de communication, en fait. Parce que, en fait, Mhm. si on n'entend pas parler de Woody, donc si on passe pas dans un média, et surtout un média qui veut pas expliquer, non, 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 mais alors exemple, certains médias télé ou Très généraliste, on va dire. eux, ils veulent pas le dire. J'avais beau leur dire, mais non, mais on va se faire massacrer, parce qu'en fait, les gens, ça crée une frustration. Vous dites que c'est génial, et après, les gens, ils peuvent télécharger, parce que ça doit être téléchargeable pour le grand groupe, parce qu'on est une vitrine, et on donne, nous, des codes au grand groupe pour qu'ils puissent l'utiliser, les codes d'activation. Mais quelqu'un qui ne sait pas tout ça, il va télécharger Weedy, puis il va dire, mais c'est quoi cette histoire de code, et puis il nous laisse une note pourrie, puis même il s'énerve. Donc, c'est vrai que il y a soit des utilisateurs qui sont super contents et qui le disent, soit des gens qui n'ont pas pu l'utiliser et qui s'énervent sur nous, mais c'est pas notre faute. Ça a été volontaire pour exister et faire que la solution aussi, qu'on grandisse et qu'on fasse une société qui peut embaucher et qui gagne des marchés, etc. Notre stratégie, même si elle a été très longue à construire, parce que c'est très long avec les grands groupes
et aussi qu'ils acceptent cette solution de dire ouais, je veux bien que tu prennes mon nom. En plus, avec les RGPD, cette loi sur les données personnelles, où on est au milieu, nous, des données Mhm. personnelles, donc il fallait quand même aller faire accepter des AXA Partners, des caisses d'épargne ou d'autres, ou Fortuneo, qui disent oui, je veux bien que tu prennes mon nom pour assister tous mes clients, et puis tu m'appartiens pas, c'est-à-dire que tu es une société tierce, et tu as toutes les données. Ça demande un effort considérable, j'imagine, sur la partie vente. J'avais vu dans une conférence que tu donnais que tu disais qu'avec certains clients, il pouvait y avoir parfois 1 an de travail pour signer un grand groupe. C'est même Euh, plus, hein. Il y a certains, ça a mis 1 an et demi, et il y en a certains, je discute avec eux depuis 3 ans. ah ouais. Et bon, après, je suis têtu. Et donc, je veux les avoir. Donc, même si ça met 5 ans, il faut, en fait, il y a une stratégie. Il faut pas oublier qu'on parle à des. Un grand groupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire démultiplication des problèmes et des prises de décision. C'est-à-dire, comment prendre une décision dans un grand groupe? Ça, par exemple, c'est bon à savoir. Exemple, Mhm. quand on veut signer un contrat avec un groupe AXA Partners, il faut 19 signatures avant le go de la signature finale. Il faut Wow. 19 départements avec les directeurs qui signent, ce qu'ils appellent les gates. Mhm. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est génial ce que vous faites, on adore, on vous veut, et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Wow. Et donc, forcément, il y en a plein qui disent bon, laisse tomber, on attaque des TPE, PME. Mais moi, je suis convaincu, et nos actionnaires maintenant, vu qu'on a signé des gros, mais c'est sûr que pendant les premières années, il fallait quand même des actionnaires qui croient énormément et qui mettent un risque pas possible en mettant de l'argent chez nous, en disant mais j'y crois et je veux faire partie de cette aventure. Parce que la construction, je leur expliquais, on va mettre au moins 5 ans, pas pour faire du chiffre d'affaires, alors ça, c'est encore pire. Vraiment, mais il fallait vraiment il fallait les convaincre sur d'autres points, parce que je disais à la fois c'est pas le chiffre d'affaires, j'en ai rien à faire. C'est que il faut qu'on prenne les marchés et après on fera du chiffre d'affaires. Et ça, c'est pas très français. Parce que normalement, il faut faire du chiffre d'affaires et puis après on avance et puis après on peut exporter. Et moi, je disais non, 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 non. En fait, on va se mettre tout de suite en logique très très internationale et pas franco-français. Et de l'autre côté, on va pas, le chiffre d'affaires n'a aucune importance. Donc je vous annonce, je vais faire une levée par an, ce qui est pas du tout français non plus, aussi pour garder le contrôle de la boîte, c'est-à-dire de pas, ce qu'on appelle pas trop diluer et pas dire rends dans mon capital et prends la majorité dès la première année en ce qu'on appelle en early stage, c'est-à-dire en démarrant, Mhm. en amorçage. Si on fait ça, on prend un danger absolu de ne pas tenir 2-3 ans, parce qu'en fait, le fonds peut se dire je fais une culbute et je revends un autre fonds, et puis il y a une majorité qui est prise par un fonds qui peut être chinois, anglais, américain, tout ce qu'on veut, et là c'est On fini. maîtrise plus, ouais. Bah, le fondateur, très souvent, se fait larguer au bout d'1 an. Ça arrive très, très souvent. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître derrière cette histoire. Alors, ils peuvent prendre un chèque, mais moi, je m'en fous. Je veux construire un projet, et il y a une ambition, et tout le monde le sait ici. Il y a aussi des valeurs, on en parlera peut-être tout à l'heure. On veut construire quelque chose de grand, et c'est la seule chose qui nous motive. Et évidemment, on ne fait pas ça pour ne pas gagner d'argent. On gagnera de l'argent, mais honnêtement, le fait d'avoir des salaires corrects et pas sous-payés pour toute l'entreprise, les collaborateurs, et de dire on est dans un projet, une aventure où on parle avec des mastodontes, et on n'a pas peur de parler avec mastodontes, et on peut même aller signer avec eux. C'est une grande fierté de vivre ça tous les jours, et c'est grâce à l'IA et les humains, mixer les deux, qui a fait qu'on y arrive. C'est hyper intéressant, hyper beau, moi je trouve d'entendre tout ça. Et il y a plein d'apprentissages dans ce que tu dis. Et alors à la fois sur la partie financement, comme là tu viens de le mentionner, mais aussi sur le fait de faut pas qu'on ait peur de penser gros. Et donc, si on veut aller signer des gros, il faut porter une grosse ambition, parce que si on arrive devant eux et qu'on porte notre petit baluchon en disant on est une petite boîte, on fait un petit service, ben non, il faut y aller avec voilà toute confiance en soi, en son produit et ce qu'on porte pour arriver à les convaincre, j'imagine. Et est-ce que c'est en train de changer pour vous dans le sens où tu le disais là, ces 5 premières années, donc là maintenant l'entreprise a 7 ans, mais est-ce que les 5 premières années en effet ont été très dures pour aller chercher ces grands comptes? Il a fallu certainement aussi apprendre à passer les différentes strates Oui, dans les entreprises et à voir comment fonctionnent ces mais grands groupes. on apprend, hein.
Mais est-ce que maintenant que vous avez quelques références et en portfolio, est-ce que c'est plus facile du coup de débloquer des conversations et des contrats? Alors, c'est plus facile pour la confiance, mais ça ne change rien. Mmh. Discussion grand groupe, ils en ont rien à faire. Alors, ils se disent, en fait, on enlève quelque chose qui était très problématique au début et qui a fait qu'à un moment, j'ai même eu peur qu'on reste dans une impasse de ce qu'on appelle les pilotes. Donc, nous, on a fait une quantité astronomique de pilotes. C'est-à-dire, je discute avec un grand groupe, le grand groupe trouve ça intéressant, et il va dire, je prends un échantillon de ma population, de mes clients, et on va vous tester pendant 3 mois. Ça a permis aussi de facturer, parce qu'on ne le faisait pas gratuitement. Donc, Oui, parce que ça, c'est très important ce que tu dis. J'ai entendu beaucoup de startups qui, parfois, bah, sont mises un peu sous pression par des plus gros acteurs et qui leur demandent un pilote et du coup, ils vont peut-être faire le pilote gratuitement ou vraiment à rabais, alors que ben, ça dévalue en fait ton travail de faire ça. alors nous, en fait, comme il y a des humains derrière, il n'y avait même pas une notion. Enfin, quelqu'un qui me disait c'est gratuit, on lui parlait pas. Donc en fait, même si ça paraissait bizarre et pas prétentieux, c'est juste qu'on pouvait pas. C'est simple, hein, si on faisait tout gratuit, ben, on était mort. Donc et il y a une logique, s'il y a des humains qui travaillent derrière, tu veux essayer, tu dois payer quand même une partie. Il faut pas non plus être trop gourmand, mais pas au rabais. C'est-à-dire que ça doit être une juste mesure, une juste valeur de tu me demandes un travail, tu veux tester parce que ça t'intéresse, tu dois quand même rémunérer un petit peu pour que ça marche, parce que c'est pas juste un algorithme. Donc on a fait une quantité astronomique de pilotes avec, tous les secteurs d'activité. Et d'un coup, il y a eu un moment où c'était un moment crucial pour Willy, c'était de dire, bah, en fait, si on sort pas du pilote, ben, ça va s'arrêter parce qu'on peut pas grandir en faisant que des pilotes. Et c'est quelque chose qui est à un moment délicat parce qu'en fait, quand on est face à des grands groupes, ça peut durer 10 ans, hein, les pilotes avec eux, hein, parce que ils veulent pas prendre le risque d'être le premier. Mhm. Alors, c'est ça qui change un petit peu, c'est juste que le grand groupe, par exemple, un nouveau grand groupe nous contacte via le dernier CES ou ou du relationnel, parce qu'on ne fait que les appels entrants pour avoir au moins un niveau, un petit pouvoir face au grand groupe. C'est-à-dire on ne fait pas de prospection. Ok. Et là aussi, c'est pas du tout prétentieux quand je dis ça, c'est que là, j'y crois pas et on n'est pas bon pour ça. On n'a pas de commerciaux pour ça. Nous, on est plutôt des chefs de projet de comment construire tout un process où là, par contre, on est fort. Et même certains grands groupes disent qu'on est beaucoup plus organisé qu'eux, limite un peu à la Porsche, enfin, un style allemand un peu dans la société, c'est Mhm. tout est processé. Donc, dès que ça commence avec nous, ils sont pris en charge et en fait, c'est avec des délais, des timings, c'est-à-dire ton test va durer 15 jours, après tu as un débrief avec enquête de satisfaction, débrief aussi oral avec toute l'équipe qui a testé. Ensuite, il y a le légal, le commercial qui commence. Alors oui, comme tu l'as dit, grâce au pilote, on a appris aussi à comprendre comment est structuré le grand groupe et comment ce que je disais tout à l'heure, les pouvoirs de décision s'enclenchent. C'est-à-dire que Mhm. ça sert à rien de passer une étape si tu n'as pas eu les autres, hein. Parce qu'en fait, tu Mhm. as l'impression que tu as gagné un truc, mais comme les autres ne sont pas là, ça ne suivra pas après. Parce qu'un grand groupe, c'est un mammouth. C'est-à-dire que pour le bouger, il faut que tu baisses toutes les barrières et que ça fasse des validations une par une. Autrement, il y a un moment, ça coince. Et il faut aussi que tu aies un lead, c'est-à-dire quelqu'un qui croit vraiment au projet là-bas, dans le grand groupe, et qui a suffisamment de caractère pour tenir le truc pendant 1 an. Mhm. Et là, limite, vous le prévenez dès le départ. Non, sinon, on ne le fait pas. Non, faut devenir ami. Ok. Voilà. Et donc, ces pilotes, d'un coup, il y a eu un moment crucial de dire, bah, est-ce qu'on va continuer le pilote et s'arrêter? Parce que aussi les actionnaires commençaient à être un petit peu inquiets, ce que je comprends, parce que ce que j'avais annoncé, si on passait pas le moment où c'est, non, non, il y a des pilotes, mais maintenant il y a un lancement avec un grand groupe, un vrai lancement, et avec une vraie marque blanche. Parce que les pilotes, tu le fais pas en marque blanche. Ils ne prennent pas des risques. Donc ce moment a été crucial et heureusement, il y a des gens comme AXA Partners qui d'un coup, en plus, pas qu'un peu, c'est un contrat-monde, pas juste France, brusquement on dit c'est une pépite, il faut qu'on l'ait avant les autres. Donc on a eu cette chance que d'un coup, au lieu d'avoir un contrat à France, ils disent non, 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 limite, entre guillemets aussi pour
pas qu'on soit eux, mais qu'on n'aille pas voir ailleurs tout le temps parce que petite excité de start-up, aller voir ailleurs. Et donc, Contramonde. Alors ça crée une bascule de quand on parle à quelqu'un d'autre et qu'on dit on a un Contramonde avec AXA Partners, c'est plus du pilote. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas mettre un an pour valider. Parce qu'en fait, après, c'est eux. Hein. Ça veut dire que le grand groupe, il dit moi, j'ai ma manière de faire, on doit tout vérifier, on doit auditer, etc., etc., faire des tests, il y a tout le légal, etc., la communication qu'on ferait dessus. Bon. Il y a tout le déroulé après. Donc, ça change la confiance. On est moins dangereux. Et on reste quand même à surveiller de près et ça va mettre du temps. Ça change pas. Donc il faut avoir les reins solides. Aussi pour ça que une levée par an m'a permis de monter les échelons un par un et de faire tenir. D'avoir assez de cash, oui, pour faire tenir. Ouais. Toujours tenir et dire bah non, on peut pas. On peut pas dire oui à un gros alors qu'on a travaillé un an parce qu'on n'a plus d'argent et donc ça s'arrête. C'est là encore hyper intéressant et du coup ça me permet de mettre un peu le doigt sur peut-être votre business model au final parce que donc là tu nous as bien expliqué ce process un peu et ce cycle de vente et donc à la fin donc ça débouche sur un contrat. Est-ce que après vous êtes sur un modèle on va dire SaaS classique où votre client vous paye suivant le volume, suivant tout un tas de métriques peut-être un certain prix fixe par mois. Et est-ce que vous allez chercher aussi des sources de revenus un peu plus annexes, j'ai envie de dire, sur de l'affiliation, par exemple. Admettons, dans mon assistant personnel, je vais souscrire à un abonnement quelconque ou acheter un billet de train ou de spectacle, j'en sais rien. Est-ce que là, vous n'allez pas aussi prendre une com en apporteur d'affaires? Je te vois sourire, donc ça veut dire que je touche du doigt quelque chose. C'est bizarre parce que tu connais notre business model, c'est incroyable. Ça va bientôt travailler chez nous. Donc, nous avons un double business model. On a un business model qui a été conçu pour faire des lancements à grande échelle et qui n'y ait pas des noms catégoriques des grands groupes. Et en même temps, il y avait une logique auquel on n'a jamais touché, qui est pour l'utilisateur, ça doit être gratuit. Donc, ça veut dire que le grand groupe doit l'offrir à l'utilisateur. Un grand groupe qui me dit je vais le vendre, on ne le fera pas. Juste sur ce point grand groupe, on est un grand groupe à partir de combien? C'est-à-dire que c'est combien d'utilisateurs pour vous, en gros, un grand groupe? C'est des centaines de milliers Ok. d'utilisateurs, parce que enfin, ça vient du fait qu'on veut prendre des marchés vite, et c'est long avec les grands groupes, mais de prendre des belles volumétries pour pouvoir exister dans l'ombre, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise ah mais c'est super malin ce qu'ils ont fait, j'ai pas besoin de faire toute cette tech, je vais faire un petit truc gadget et par contre j'ai un tel relationnel parce que je suis gros et je vais tout rafler puis voilà. Donc, c'était aussi comment se protéger au maximum jusqu'à qu'on soit vu. Et la marque blanche est idéale pour ça. C'est que il faut être client du grand groupe pour savoir ça. Donc, ça se diffuse pas trop. Voilà. Donc, c'était la logique. Je me rappelle plus ta question. C'était sur le business model, Oui. juste Et c'est vrai que tu connaissais déjà. Donc le business model, tu as un premier qui est, comme il y a des humains chez nous, ça ne peut pas être gratuit pour le grand groupe. Donc effectivement, on dit quel est votre volume global client, et on va faire alors c'est pas vraiment un mode SaaS abonnement, on appelle ça une licence, et c'est sûr, on fait un calcul de potentiel taux d'utilisation, mais très bas. C'est juste pour montrer un engagement du grand groupe. Mais il faut que ça passe dans sa ligne budgétaire annuelle et de se dire, j'avais pas prévu de dépenser sur de la fidélisation mass market sur tous mes clients. Ils ne font pas ça. Ils font du mailing, des OP de promotion, d'un avantage ou quoi. Mais ils ne vont pas mettre en place un service d'assistant, comme ils le feraient sur la conciergerie, sur leurs clients haut de gamme, et ils ne le font pas sur le mass market. Donc pour arriver comme ça, il faut pas être trop gourmand, mais en même temps, on peut pas être gratuit parce que il y a des humains derrière, donc et il y a un vrai service. Donc c'était la difficulté de trouver le juste milieu, et sans qu'ils trouvent tout le temps des choses à dire. Donc fallait trouver. On a trouvé, mais on a mis du temps. C'est pour ça que les pilotes nous ont beaucoup servi aussi, c'est de comprendre comment faire un business model de lancement.
Mhm. Ça, c'est le premier business model mais qui n'est pas très élevé, mais qui n'est pas justement gratuit pour le grand groupe. Et comme on demande au grand groupe de l'offrir et de ne pas faire de revenus dessus. Et l'utilisateur, lui, c'est transparent, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de marge. Donc déjà, il n'y a pas d'abonnement, et de l'autre côté, on ne prend pas de marge sur ce qu'il demande. S'il demande une résa, un achat, etc., ça ne va pas coûter 10% de plus que s'il l'avait fait. C'est transparent, c'est le même prix que s'il le faisait lui, mais il n'a plus besoin de le faire, on le fait à sa place. Donc il gagne du temps. Et nous, on va prendre sur ces contrats d'affiliation dont tu parles. Donc on a créé des contrats d'affiliation avec des fournisseurs, plus de 60 en France. Il y a du booking.com, du Fnac, du Amazon, du La Fourchette, etc. Il y en a plein, dans tous les secteurs. C'est pas de l'exclusivité, c'est juste que nous, ça nous permet, avec notre intelligence artificielle, d'aller chercher des sources, c'est-à-dire des réponses possibles, des Mhm. suggestions à te faire. Et ensuite, bah, ça te propose à chaque fois 3 choix. Et si tu ne veux pas ce choix et que tu veux autre chose, tu restes le client roi. C'est-à-dire que c'est toi qui décides. Mais si tu choisis où nous, on a un contrat d'affiliation, et ben ce fournisseur nous reverse une commission. Donc ce n'est pas pris sur l'utilisateur, pour lui c'est le même prix que s'il le faisait tout seul. Nous, on va aller prendre chez le fournisseur une transaction, c'est-à-dire une commission. C'est-à-dire que pour faire très très clair et explicite, si je dis à mon assistant je dois aller à Biarritz ce week-end, réserve-moi un endroit où dormir. En fonction aussi vous de la connaissance que vous avez de l'utilisateur, vous allez lui proposer potentiellement un hôtel sur Booking, un Airbnb et un je sais pas hôtel du groupe Accor par exemple. Et il y a que potentiellement sur Booking que vous allez prendre une affiliation. Est-ce que l'idée, peut-être que sur d'autres, si j'ai pas les infos, mais est-ce que justement l'idée c'est de passer un maximum de contrats d'affiliation pour le coup? Ben oui, Mais vous n'allez pas biaiser en fait, et on y viendra peut-être, ça va nous faire une transition intéressante sur la partie IA, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça va pas biaiser l'expérience, les contrats d'affiliation que vous avez pour l'utilisateur. C'est-à-dire que vous n'avez pas, parce que vous avez un contrat avec tel acteur, favoriser d'abord lui au détriment de l'expérience utilisateur. non. Et justement, pas du tout. C'est pour ça que je te disais, l'utilisateur reste maître du jeu et c'est lui qui décide de tout. S'il ne veut pas quelque chose qu'on suggère, on lui resuggère quelque chose jusqu'à ce que ce soit exactement ce qu'il cherche. Notre logique, c'est que cet assistant soit un centralisateur, un agrégateur de toutes les verticales. Donc, évidemment, on signe le maximum de fournisseurs pour générer du chiffre d'affaires, mais ça ne doit pas enlever ton expérience client. On veut qu'on ait 5 étoiles à chaque fois que tu fais une demande. Mhm. Parce que c'est grâce à ça que tu reviens tout le temps. Si tu as senti qu'il y avait complicité commerciale, moi le premier, je ne reviens Ouais. pas. Ça me gave, je n'ai pas du tout envie de ça, je le ferai tout seul, je veux être libre et avoir une notion de je choisis ce que je veux. Mhm. Donc nous, on est vraiment sur une notion de scalabilité et de chiffre d'affaires, mais à long terme. Et c'est pour ça que je disais, ça aurait pu inquiéter beaucoup de gens, et je remercie toutes les années les actionnaires parce ils le savent, qu'ils sont rentrés dans une société qui construit pour prendre des marchés et que le chiffre d'affaires viendra petit à petit dans la consommation, mais surtout dû à une satisfaction client. Et nous, la priorité de tout, c'est la satisfaction du client. Et donc, je ne peux pas montrer, non, mais il faut que tu consommes ça parce que ça sera mieux pour toi. Alors, c'est l'opposé de ça. C'est l'opposé, vraiment, hein. Ok. Et ça serait une erreur, en plus. Ça ne marcherait pas. Parfait. Ben, c'est hyper clair, et du coup, je disais que ça nous fait un pont intéressant vers la partie IA. Alors, abordons ce sujet. Je pense que c'est hyper intéressant. Alors déjà, pour toutes les personnes qui voudront se documenter là-dessus, parce que c'est vrai que c'est délicat, il y a énormément de ressources. Si toi, peut-être que tu as une référence ou quelque chose où envoyer les gens, je suis preneur. Déjà, je pourrais mettre aussi dans les notes du podcast l'article que tu as fait euh, qui s'appelle Merci. L'IA va sauver l'humanité. J'ai bien aimé la lecture parce que tu as apporté beaucoup d'émotions en fait et d'humain au final, et tu vas me dire ça fait tout le sens avec la promesse que vous tenez chez Weedy. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui polarise encore beaucoup. On a soit la team Elon Musk ou Laurent Alexandre qui dit il faut nous mettre des puces dans le cerveau et
devenir le délire. voilà, transhumanisme, ou alors on a les gens qui euh, s'inquiètent différemment aussi du sujet. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais parle-nous de comment se matérialise l'IA au sein de Weedy, et peut-être aussi nous faire un petit zoom sur ce que vous appelez l'IA, parce que il y a la partie algo, on va dire c'est du calcul assez basique que peuvent faire énormément d'apps au quotidien. Donc ça, j'imagine, il y a des algos chez Weedy. Il y a une partie Mm. machine learning dans le sens où il y a de l'apprentissage qui se fait avec toute la data que vous accumulez. Et est-ce qu'il Oui, y a aussi potentiellement du deep learning? Donc bref, parle-nous de tout ça. oui. Moi, ça me passionne. J'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus parce que je pense avec toute la data que vous manipulez, il y a de quoi faire et il y a de quoi s'amuser à mon avis. Alors déjà, tout est pensé sans être tech. Toute conception depuis le début, et encore plus maintenant, est tournée vers l'utilisateur, pas contre lui. C'est-à-dire que déjà, l'analyse des datas qu'on peut faire n'est pas fait pour la revendre et de pousser la data vers l'extérieur. C'est l'opposé en fait. On cloisonne, c'est à vase clos, c'est-à-dire que Weedy est en fait aussi un protecteur de la data. C'est-à-dire que c'est lui qui va aller se balader sur les GAFA, et donc on voit plus l'utilisateur. Et donc, parce que l'utilisateur dit ce qu'il a besoin, etc. Et puis, Weedy apprend de lui, et plus il l'utilise, plus il devient très très personnel, Mhm. mais dans un but de gagner du temps. C'est-à-dire, c'est une mémoire. C'est-à-dire que c'est une mémoire de chaque utilisateur pour lui dire, t'as pas besoin de me le répéter, je sais. Et ça amène aussi une sorte de sensation de... C'est à l'opposé de créer des outils universels qui disent des trucs basiques à tout le monde, et surtout les espionner, même maintenant avec les micros ouverts constamment. Nous, la logique, c'est l'opposé. C'est l'utilisateur doit être maître de ces données, et les données, on les utilise en machine learning, en deep learning, pour faire ce qu'on appelle les recos, c'est-à-dire, et les récurrences. C'est-à-dire, je détecte des choses dans les habitudes de vie, et donc je vais te simplifier ça. C'est-à-dire que je vais te créer des, entre guillemets, limite des raccourcis sur tes habitudes de vie pour que, limite, en un clic, bah, je peux acheter mes croquettes pour mon chat, et j'ai pas besoin de redire, tu sais bien que les croquettes que j'achète pour mon chat, c'est tant de kilos, la marque est à tel endroit. Mhm. C'est bête ça, en fait. Et la tech maintenant permet de dire, bah, je vais stocker, je vais garder ce que tu m'as dit, et je vais te simplifier la vie. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a les trois choses que tu as dit. On a des algos d'automatisation, et après on a des choses qui ont été bah, beaucoup plus chères à construire et longues, qui sont le machine learning et deep learning. Mhm. Donc en fait, on a, pour faire schématiquement, on a quand l'utilisateur dit quelque chose ou écrit, mais en tout cas il pose quelque chose sur l'appli, on a une analyse sémantique qui fait de l'extraction de données et va pousser cette extraction de données de j'ai compris l'intention et les objets de la phrase, et donc je vais dire qu'il veut réserver un hôtel sur la côte ou à Saint-Jean-de-Luz, etc. Et donc, et ils sont trois, dont un adulte, deux enfants, etc. Enfin, il va détecter tous les objets et l'intention derrière. Mhm. L'intention va créer une route. Donc là, on va aller vers un moteur de décision et qui est au milieu et qui va dire je prends quelle route? Parce que tu m'as donné une extraction de données. Et donc, nous, après, ben, on a ce qu'on a plugué, c'est-à-dire cet écosystème marketplace de fournisseurs, ce qu'on appelle nous les fournisseurs, mais des fois, c'est juste d'aller chercher une info, Mhm. hein. Donc, c'est même pas à rémunérer. C'est juste qu'est-ce qui nous fait gagner beaucoup de temps dans les recherches, parce qu'évidemment, on regarde ce que les utilisateurs demandent le plus, donc qu'est-ce qui est chronophage pour l'humain, etc. Ce qui doit derrière vous aider sur votre développement commercial de ce côté-là. C'est-à-dire que si vous voyez tout le temps tel type de remontée, vous dites bon ben forcément on va aller chercher la Fnac parce que à chaque fois on nous demande d'aller commander chez la Fnac. Et c'est plus facile d'aborder la Voilà, Fnac en disant on a X milliers d'utilisateurs qui font des ça peut aider. Ça peut totalement aider. Et juste pour, avant de te laisser continuer, quand tu disais l'intention pour être vraiment sûr de comprendre ce que tu dis, c'est-à-dire que vous allez être capable de détecter si dans ma voix j'ai été un petit peu pressé ou si j'ai été peut-être plus calme ou... Dans l'intention, c'est ce que tu demandes. C'est-à-dire, l'intention, chez nous, c'est pas une Ok. émotion, hein. L'intention, c'est, tu demandes une réservation
de restaurants, pas en ce moment, mais restaurants ou hôtels, ou alors tu demandes juste une suggestion, c'est-à-dire une recherche de restaurant, ce qui est totalement différent. La réponse ne doit pas être la même. Il y a une route qui va être très, très, efficacité, rapidité, tu demandes une chose précise, et il y en a d'autres où tu demandes la suggestion et du conseil. C'est totalement un accompagnement qui doit être différent. Donc, ce que nous on appelle les intentions, c'est, tu as des tonnes, c'est, toutes les choses que tu peux demander à un assistant. Et ça, en fait, on l'a structuré, et nos réseaux de neurones, on les a mis on a récupéré tout ce qu'on a fait en pilote et tous ces échanges entre utilisateurs et Weedy. Et déjà, on a nourri les réseaux de neurones qui ont appris sur tous ces secteurs d'intention. Ils ont appris à comprendre. Et donc, on a des niveaux de compréhension qui, plus tu fais du volume, plus ça grandit, et plus les niveaux de compréhension sont bons. Et après, tu as les émotions. Mais les émotions, alors nous, on n'est pas sur la détection vocale, parce que ça devient du Mmh. texte. Même si tu parles, ça devient du texte et ça s'envoie. Mais par contre, le vocabulaire que tu utilises va être détecté. C'est-à-dire que si tu parais très pressé ou stressé, en panique, il va le détecter. Hyper intéressant. Donc, c'est un indicateur qui va monter. Et pour finir, après, tu vas avoir ce qu'on appelle le NLU ou NLP, c'est-à-dire après la Mmh. réponse. C'est-à-dire comment tu as fait la décision, ou est-ce que tu es allé chercher chez les fournisseurs des choses, et après, bah, tu vas dire une réponse à l'utilisateur. Et nos assistants humains, eux, chez nous, supervisent ces routes. J'allais venir sur cette question-là justement pour savoir à quel moment, parce que forcément quand on fait ce genre de demande, l'utilisateur il a un besoin un peu d'immédiateté. Comme tu le disais, aujourd'hui on est en compétition avec tout un tas de services qui nous apportent vraiment des réponses ultra rapides. Alors peut-être que c'est différent sur certains types de recherches, mais En forme to do, t'es plus en chat, ouais, donc tu es plus en immédiateté, tu veux que ça soit bien ok. fait. Et en fait, quand tu mets sur ton agenda, sur ton calepin ou sur une appli de to-do, tu mets les choses que tu as à faire dans la journée, tu veux que ça soit fait dans la journée. Tu veux pas que quand je mets le truc, ça te réponde instantanément comme un Siri et qui te dit je ne sais pas, je ne comprends pas ce que Ouais. tu dis. Ou je sais pas. Et en fait, si tu veux avoir un service où tout est vérifié, où c'est sûr que ça sera exactement ce que toi tu veux par rapport à tes habitudes de vie, tes manières de vivre, tes budgets, tout ce qui fait que c'est toi, l'immédiateté n'a aucun intérêt. Mhm. Ce qui t'intéresse toi, c'est voilà les tâches de la journée, je veux que ça soit fait. Donc c'est parfait aussi pour vous parce que ça permet de vous offrir du temps dans le sens où ben si je remplis ma to-do pour la matinée ou pour la semaine, et ben j'attends donc pas une réponse immédiate et vous ça permet aux algos, à l'IA de d'abord travailler et si vraiment il y a une difficulté à répondre à ce C'est ça. besoin-là, là vos assistants humains prennent le relais. Ouais, c'est exactement ça. Ça nous permet d'avoir une meilleure scalabilité et pas une frustration et un côté déceptif bête qui est juste l'affichage. Parce que si tu montres à quelqu'un, c'était une erreur de notre part. C'était de dire, si on se met en mode chat, c'est sympa. Sauf qu'en fait, On n'a pas envie d'être sympa, on a envie d'être efficace. et surtout que toi tu dises, «Putain, mais ça marche trop bien et j'ai envie de revenir». Eh ben non, parce que ça faisait un effet déceptif, parce que tu disais: «Mais pourquoi ça répond pas instantanément? Peu importe ce que je dis». C'était bête et c'était de notre faute, en fait. Mais il faut faire des erreurs pour construire. Et par contre, il faut pas les faire 10 fois. Parce qu'il y a un moment où plus personne te fait confiance. Mais c'est la logique, c'est tu peux pas, et c'est pareil pour la tech, tu disais ça prend du temps. Oui, on a levé 7,4 millions Mhm. pour faire ce qu'on a aujourd'hui. Et là, on est en train de préparer une levée de 6 millions. Et pour accélérer et avancer, et pas que la tech, mais de construire tout. Mhm. Parce qu'un produit n'est pas que de la tech. Un produit, tu l'as dit, c'est du marketing, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'UX, c'est le parcours client. Parce que si tu as un parcours qui est nul, t'as beau faire le meilleur produit de la Terre et le service ahurissant, mais tout le monde s'en fout. Mhm. Parce que j'ai pas envie de venir sur ton interface parce elle m'énerve, ton interface. Donc je ressors. Donc il y a beaucoup de travail après, on s'en rend compte petit à petit. Mhm. On peut pas tout savoir du premier coup, sauf des génies, mais moi je vois que en fait, c'est en construisant et en faisant des erreurs, il faut faire attention que ce ne soient pas des erreurs trop dangereuses, mais les erreurs permettent d'avancer en fait.
Oui, ça devient des apprentissages, mais c'est hyper précieux ce que tu dis et en fait, je pense que on valorise peut-être pas assez ce genre d'erreur, on va dire, apprentissage dans le monde startup parce que on voit encore beaucoup d'entrepreneurs ou de porteurs de projets. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup pour certains qui sont en démarrage, qui ont une envie folle de faire tout de suite le produit fini. Oui. Ils visualisent très bien, et ils veulent absolument que ce soit parfait dès le départ. Alors qu'en fait, ben non, vaut mieux commencer à faire une partie du projet et qu'il fonctionne bien, Mm. à avoir quelques erreurs et des retours utilisateurs, et ensuite s'améliorer dans ce sens. Donc, après, peut-être que tu as un partage aussi là-dessus Oui. à me donner. Alors, une grande gifle que je me suis pris, mais qui fait énormément de bien, c'est ce qu'on appelle les focus group. Tu viens de dire, en fait, et moi le premier, hein, tu as une idée hyper claire de ce que tu veux faire et tu es persuadé, et il faut ça pour avancer, tu es persuadé que ça marche, que ce sera ça. Et que c'est hyper simple et logique pour tout le monde. Sauf que tu n'es pas tout le monde. Et tu as tellement la tête dedans que tu as oublié une chose, c'est que la personne qui arrive ne connaît strictement rien de toi, enfin de ton outil, mais il connaît d'autres choses. Et il Mhm. utilise d'autres choses tous les jours. Et il a l'habitude de ces autres choses et de cette manière de fonctionnement. Quand il arrive sur ton appli, et alors les focus group, donc on en a fait plusieurs, tu fais venir donc des personnes lambda qui connaissent pas du tout ton outil. Alors pour nous, c'est pas très difficile, parce qu'il y en a plein qui connaissent pas du tout ce qu'on fait. Donc c'est facile de faire venir des gens, de ton entourage, de n'importe qui. Et tu demandes ça à tes collaborateurs, et puis chacun doit amener 2 à 5 personnes. Voilà. On s'est retrouvé avec des groupes de 16 à 20 max, et dans la salle de réunion, et puis là, tu prépares, et c'est un très bon travail, tu prépares des parcours où toi tu dis c'est le parcours A ou le parcours B, et tu demandes ce qu'ils comprennent, et ce qu'ils trouvent trop long, trop court, et qu'est-ce que vous avez compris. Et toi tu te dis mais c'est évident, mais que c'est le parcours A, parce que l'autre il est nul, c'est complètement. Eh ben non, tu as une grande majorité qui va te dire c'est le parcours B. Et là d'un coup, Ouais. c'est ça la gifle, ça te ramène de te dire je suis convaincu, et c'est très important d'être convaincu corps et âme quand on va pitcher devant les investisseurs ou les grands groupes ou n'importe qui. Parce que si, comme tu disais, on est fébrile, ça se sent très vite, et donc je vois pas pourquoi je te ferais confiance. Et donc, si moi je te fais pas confiance, imagine tous les autres, le grand groupe ou le fonds d'investissement, etc. C'est mort. Donc il faut être convaincu et passionné pour que le message passe. Mais la grande erreur, si on n'est que ça, c'est qu'on pense qu'on a raison, Ouais. et même dans le produit. Et c'est les utilisateurs qui ont raison. Ça fait écho avec un des tout derniers podcasts là qui est sorti avec Camille Mathis. Je passe un bonjour amical et lui il dit il faut mettre son ego de côté et c'est le marché qui a raison. Et il dit parfois c'est très difficile à faire, il faut se prendre des gifles, mais une fois qu'on l'a éprouvé, ben après ça va mieux. Et Je puis comprends totalement ce qu'il a dit. Il a totalement raison. Et en fait, c'est tout à fait logique. Parce que c'est pas, il faut quand même demander à ceux qui vont utiliser la solution. Faut sortir de la logique. On fait la conception, c'est génial, on peut créer, etc. Ok, ça c'est top, et ça c'est la liberté, et ça fait énormément de bien, surtout en ce moment. Après, qui va l'utiliser? C'est pas que nous, c'est les gens qui sont dehors et qui, en dehors du bureau. Et donc ces gens-là, bah, il faut leur poser la question et de dire: «Mais qu'est-ce que tu préfères entre ça et ça?» Et là, d'un coup, on dit: «Mais pourquoi?» je Et ce qu'il y a de bien dans le focus group, c'est qu'en fait, ils répondent à un questionnaire, mais après, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est quand à la fin, il y a l'échange collectif. Et nous, on l'enregistre, et après, quand on écoute l'enregistrement, on se rend compte que là, on a tout faux. Il faut se calmer et dire: «Bon, on reprend à zéro, et ils ont raison, mais qu'est-ce qu'on est débile d'avoir fait ça comme ça». En fait, ça te permet d'avoir le recul, parce que tu n'as jamais le recul, parce qu'il y a trop à faire, et tu dois tellement y arriver dès le début que, par contre, oui, il y a et c'est vrai, il ne faut pas se dire quand on commence quelque chose que ça va être super rapide. C'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'on a un besoin que ce soit rapide, parce que déjà la notion startup, on a une sensation d'accélération tout le temps. Oui, il y a tout à faire. Donc c'est ça l'accélération. C'est qu'en fait, tu as l'impression que tes journées ne seront jamais assez longues, que tu as plein, plein, plein de choses à faire, et qu'en même temps, tu as très peu de temps parce que tu as pas beaucoup de cash. Donc ça vient aussi des éléments que tu as dans tes mains,
que ça amène cette attitude de dire non mais je suis convaincu, hein, c'est ça, je suis sûr, je suis sûr. Et en plus, on doit le dire dans le pitch. Mais il faut bien séparer les deux. Il y a je veux le vendre et je sais exactement ce que j'ai à dire et je suis convaincu et je dois le communiquer à la personne qui est en face de moi. Par contre, quand je me retrouve avec mes collaborateurs ou même tout seul ou avec mon associé, là, il faut demander l'avis de plein de gens qui me connaissent pas du tout et il faut leur monter le produit, il faut pas avoir honte. Il faut montrer et dire qu'est-ce que tu en penses, tu préfères ça, ça, parce que c'est ça qui fait gagner du temps. Mais alors Ouais. beaucoup de temps, parce que quand on fait une mauvaise conception, le développement technique met des mois. Mmh. Et si on a fait une grosse bêtise, eh ben ça va coûter excessivement cher. Donc, Ouais, parce qu'il faut tout reprendre, ouais. bah oui, il vaut mieux perdre quelques semaines que perdre une année et perdre tout en plus, hein. Et sachant qu'en plus, ces focus group même, alors il y a une partie qu'on peut faire avec un proto technique, mais il y a même des focus group qui peuvent être faits avec des maquettes. Donc au final, de dérouler des maquettes et voilà, et ça permet de pas se lancer dans le développement technique et de réajuster, parce que des fois ça peut être des choses toutes bêtes, mais un simple bouton pour s'inscrire ou autre, eh ben ça peut faire en sorte que l'utilisateur ne revienne plus jamais sur l'app, On quoi. est Donc totalement ça, d'accord. c'est très Le important. parcours est primordial. Et nous, par exemple, on le fait avec Figma. Ok. On fait pas du tout de proto, c'est beaucoup trop long et c'est dangereux. Tu peux faire un Mhm. proto après pour faire du bêta test. C'est-à-dire, Ouais. on va tester avec des vrais bêta-testeurs, donc avec une vraie appli. Mais quand on fait un focus group, il n'y a pas besoin de faire de la tech et dépenser de l'argent. Il faut faire ça sur du Figma ou autre chose, c'est super comme outil, et ça permet de faire des maquettes avec des parcours. Et donc, on peut faire des focus group avec quelques personnes, et il n'y a pas besoin de dire, mais comment je peux trouver un panel? Mais si, on en connaît tous. Et les gens Carrément. peuvent dire, je sais dans quoi tu travailles, mais c'est pas pour ça qu'ils utilisent encore notre solution. Et donc, ça permet de dire, bah, et en plus, c'est bien de voir des amis qui viennent voir le cœur et de dire, on peut y Mhm. participer. Donc, c'est facile de faire des focus group. Alors, en ce moment, plus compliqué, mais de faire venir les gens dans tes bureaux, mais voilà. Mais je dirais que ça, c'est très, très important, et dès le début. Mhm. Ok, ben merci beaucoup pour ce partage. J'avais une dernière question sur l'IA. Tu me pardonnes de revenir dessus, mais ça me brûle de te la poser. Et après, on va clôturer tranquillement avec quelques questions peut-être un peu plus perso, j'ai envie de dire. Sur l'IA, j'avais une question de savoir, vu que vous travaillez pour plusieurs typologies de clients, des clients dans le secteur automobile, assurance, banque, on l'a entendu, est-ce que la donnée que vous récoltez des clients finaux, enfin des utilisateurs pardon finaux, ça vient nourrir tout un socle commun chez vous, ou alors c'est siloté, on va dire. Vous avez une IA pour le monde de l'assurance, une IA pour le monde de l'automobile. Raconte-nous juste un tout petit peu, sans voilà qu'on s'étende dans les Ah non. gros détails techniques, mais ce sujet-là, comment c'est structuré au niveau de l'architecture? Alors très simple. Déjà, on est sur plusieurs secteurs d'activité, mais en fait, on n'est pas dans l'assurance et dans la banque. C'est nos clients et on assiste leurs clients. Et on les assiste de la même manière. Donc déjà, on n'a pas à dire qu'il y a une IA pour l'assurance, etc. En fait, on assiste pour faire des recherches, résa, rendez-vous, achat pour tout le monde. Et donc, le client, c'est le même. Il a une banque, une assurance, et voilà, une voiture. Donc, on a une IA, entre guillemets, collective. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le machine learning et les réseaux de neurones, c'est ceux qui apprennent, où en fait, toutes les datas des échanges amènent une meilleure compréhension. Et ça, c'est anonyme. C'est-à-dire que c'est Mhm. des échanges et ça permet de nourrir ce que j'appelais les intentions. Ensuite, il y a de l'IA plus deep learning qui est sur l'utilisateur lui-même. Et comment on va détecter ses récurrences, ses habitudes de vie, ce que nous on appelle les objets de personnalité. C'est-à-dire les objets qui sont autour de l'utilisateur, parce que je disais, on veut faire, et c'est notre vocation, de faire un compagnon personnel. C'est-à-dire que Mhm. chaque compagnon sera à l'image de l'utilisateur. Mhm. Donc ça amène une IA qui est très spécifique et qui est plutôt sur, bah, je vais détecter toutes tes habitudes de vie et une mémoire et Mhm. permettre des recos et des récurrences sur l'utilisateur. Donc celle-là, elle peut être D'accord. individuelle. Par contre, la collective, c'est plutôt l'analyse sémantique qui après va faire de l'extraction et aller vers les intentions et dire je comprends ça, je comprends mieux. Tiens, il y a une nouvelle formulation, est-ce que c'est ça? Ok, voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Mais il n'y a pas de rapport avec les secteurs d'activité sur l'IA. Ok, ça marche. On a effleuré, tu en as parlé, on a parlé des GAFA.
Une question un peu marrante, on va dire, mais en tout cas qui va pouvoir peut-être montrer ton ambition et ta vision qui m'est venue, c'est de se dire si demain, tu as un des GAFA qui vient vers vous Mm. et vous propose une somme astronomique, pire que ce que tu peux imaginer, comment tu réagirais? Alors, je pense pas que ça va arriver, donc ça va être facile comme réponse. Comme ça, je m'enlève ce problème. Là, je deviens schizophrène parce que à la fois une somme astronomique te permet de faire plein de choses, mais en même temps, Mhm. je suis pas du tout arrivé au bout de ce que je veux faire. Et je veux faire un grand groupe. C'est quoi faire un grand groupe, c'est devenir plus une start-up, mais l'acteur de référence sur l'assistant personnel dans le monde. Oui, et puis, alors on a eu je vais faire un teasing dessus, mais on a deux piliers de parcours pour nous, deux routes très importantes qui s'enclenchent à partir de maintenant. On va travailler avec les grands groupes, ça, il n'y a pas de problème, on continue et on va continuer à en signer, mais avec une notion éco-responsable. Ok. Et de l'autre côté, du sociétal pour le handicap. Donc on a lancé l'assistant One, qui Mhm. accessible d'une manière gratuite pour toutes les personnes à handicap. Donc on a fait un post LinkedIn pour ça, et on est en train de faire beaucoup, de travailler avec l'écosystème sur le handicap en France, et des hôpitaux, des cliniques, etc. Donc on a une valeur très très sociétale, où là on n'est pas du tout avec les grands groupes et on est sur le handicap et l'isolement et la maladie, où on veut Mhm. accompagner d'une manière très forte, accompagnement très personnel des gens qui en ont le plus besoin. Et de l'autre côté, alors là on revoit avec les grands groupes et potentiellement les collectivités locales la notion de exactement ce qu'on a fait, mais on rajoute une couche éco-responsable. C'est-à-dire que quand on va te poser te pousser des suggestions, on va te donner aussi une notion de circuit court, producteurs locaux, etc. Et ou éco-responsable avec traçabilité d'empreinte carbone, le fait que on va mettre un arrondi solidaire pour rattacher ça à des fondations environnementales et des causes, pour qu'en fait la communauté user voit que plus ça va avancer, plus on aura, la communauté, un impact puissant, monétaire, de dire, bah, en fait, chacune de mes actions, rien que par l'arrondi solidaire, et aussi, si j'utilise un moteur de recherche green, permet de planter des arbres, certains font ça, par exemple. En Mhm. fait, chaque action, j'ai pas l'impression que ça serve à rien par rapport à ce que polluent certains pays, etc., ou même nous d'ailleurs. Mais si, parce qu'en fait, chaque action qu'on fera montrera une traçabilité des éco-responsables, si je le souhaite, pas obligatoirement. Il y a des fois aussi, je dis, je veux pas être vertueux tout le temps. Il y a des fois, économiquement, je suis obligé pour acheter un truc. Voilà. Donc, on laissera quand même ce choix du porte-monnaie, mais aussi je veux devenir éco-citoyen, je veux devenir éco-responsable, et ben il me donne des solutions. Et des solutions qui me montrent aussi des confirmations de résultats de ben moi, égal, je suis devenu de plus en plus green, et de l'autre côté, les arrondis solidaires ont fait que ça a créé une somme considérable, qui fait que d'un coup, ben, on a un poids sur la ville, le pays, pas Weedy, la communauté qui dit bah moi en fait ça a permis de faire telle chose parce que je le vois parce que la fondation nous montre ce qu'elle a fait sur l'environnement. Donc ça mène d'autres sujets, on fera un autre podcast. Ouais, c'est passionnant. Et en fait on a une vraie raison d'être et on ne pouvait pas le faire en amont. Il fallait d'abord qu'on fasse une base très compliquée à monter qui était créer un écosystème, un assistant qui va assister et prendre des marchés. Et par contre, maintenant, on va finir la maison et, et dire, ben, on amène aussi une logique sociétale d'un côté pour aider ceux qui en ont le plus besoin, et aussi pour les grands groupes et les collectivités locales, les contrats qu'on a déjà, et plus d'autres contrats, de dire, mais on va amener dans les suggestions un choix éco-responsable et un choix économique quand on ne peut pas faire autrement. C'est passionnant et sincèrement, c'est une avenue que je trouve très noble et au-delà de ça, on dit souvent que c'est à travers ses achats et ses habitudes de vie que on peut avoir un impact. Mm. Donc ça fait totalement du sens que un assistant personnel en plus s'occupe de ça parce que Oui, aujourd'hui, si on a envie d'être plus c'est ça. éco-responsable dans son style de vie, ça demande un effort quand même encore aujourd'hui. Bah oui. Et nous, la logique, c'est qu'on le fait déjà, mais dans d'autres secteurs.
Donc, c'est pas très compliqué pour nous de générer l'écosystème de fournisseurs qui est éco-responsable, de l'intégrer dans notre système et de donner les conseils, de donner les bonnes informations, de qu'il y ait une recherche et d'avoir la bonne information immédiate. Donc ça, c'est un point. Alors, j'ai pas répondu du tout à ta question, qui était si un GAFA arrive, ben, si un GAFA arrive, déjà, il n'arrivera pas. Mais s'il arrivait, je ne suis pas arrivé au bout parce que tu vois, en fait, c'est le début. Ça paraît bizarre. Ça fait 6-7 ans qu'on existe, mais ce n'est que le début de l'aventure parce que en fait, ce qu'on va construire à partir de 2021 est quelque chose d'encore plus passionnant parce que on va avoir vraiment une aide très forte sur des gens qui en ont besoin ou des gens qui veulent faire des choses par rapport à notre pays et notre planète et de se dire bon ça suffit là. C'est la logique, c'est mais en même temps si j'ai pas la bonne information et si je sais même pas à quoi ça sert quand je fais quelque chose, j'ai l'impression que c'est ridicule et donc face à ce qui se passe, j'ai une sensation que c'est non en fait. Si on montre une communication qui montre l'impact que j'ai moi plus la communauté de tous les utilisateurs, là il y a un impact qui est pas du tout le même. C'est un impact très sérieux qui est ben voilà ce que ça génère. Ça génère pas juste de l'argent, ça génère des actions très précises avec des fondations et des associations et donc ça permet ben, d'un coup que ça change une donne politique qui va surfer sur ça. Et puis de l'autre côté, les grands groupes. Parce que les grands groupes, à partir de maintenant, sont notés. Oui. Ah oui, et puis dans le rapport avec leurs clients à eux, c'est une donne qui est très importante maintenant aujourd'hui. Voilà. Ok. Je ne prendrai pas le chèque. Mais c'est un super teasing, mais du coup, avec tout ça, les personnes qui nous ont écoutés vont se dire, mais moi, j'ai absolument envie d'utiliser Weedy, alors comment je fais? Je vais voir qui? Ma banque, mon assureur, et je leur dis, s'il vous plaît, travaillez avec cette entreprise, j'ai envie d'utiliser leur service. Alors, C'est quoi mon levier d'action? Comment je fais? alors le seul levier d'action que je vois pour ne pas faire une trop grosse frustration, merci, c'est très gentil ce que tu viens de dire, c'est d'utiliser, mais alors, donc ça va être gratuit jusqu'au 30 juin, et après, ça sera uniquement pour le handicap. Là, en ce moment, c'était aussi une solidarité envers le personnel soignant, donc on l'a communiqué en plus du handicap, mais si des gens veulent tester, ça sera avec un grand plaisir. Donc c'est très simple. Il faut télécharger le Compagnon One et le code qui permet l'activation et l'utilisation jusqu'au 30 juin, c'est OneCare. Donc Ok. si je mets OneCare en code, bah, ça marchera et j'aurai accès et ça permettra de voir comment ça fonctionne, etc. Ça marche. Bah, je partagerai les infos là-dessus. Je partagerai aussi, on n'a pas énormément parlé de ce sujet-là, du sujet recrutement, mais c'est pas grave, ça fera l'objet de futures conversations. Mais je mettrai aussi votre page recrutement parce que vous êtes constamment à la recherche de nouveaux talents. Et notamment parce que vous avez plein d'objectifs super sympas, Oui. même au niveau international, parce que Oui. vous avez des bureaux certes à Bordeaux, mais aussi à Oui. Lille, Barcelone, Montréal évidemment, comment je pourrais pas l'oublier. Et il n'y avait pas eu un projet d'ouverture en Asie? Non, plutôt Royaume-Uni, Ok, mais dès que ça sera possible. oui, Donc on va dire plutôt fin d'année. d'accord. Si, certainement vers Dublin. Ok, ça marche. Non, pas l'Asie. Non, pas pour l'instant. Ça marche. D'un point de vue personnel, ces 7 dernières années là, ça t'a apporté quoi, toi, Cédric? Énormément de passion et d'évolution et de remise en question constante, mais surtout une aventure de comment construire quelque chose d'énorme et d'y arriver parce que c'est pas simple d'embarquer les gens et que des gens mettent de l'argent en plus chaque année d'en trouver, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que je dis il y a à la fois du stress parce que c'est des histoires de vie-mort parce que encore une fois si on peut pas faire les levées ben on n'existe plus, donc c'est assez surprenant parce qu'en fait on signe des contrats, on est en pleine ébullition, il y a un dynamisme extraordinaire chez nous et d'émulsion collective parce qu'en fait, on a tellement à faire. Et quand on se retrouve à discuter avec des mastodontes européens ou mondiaux et qui viennent nous auditer, qui disent OK, c'est vous la solution européenne, hein, je ne peux pas dire leur nom, mais qui est une carte de crédit, et de se regarder après, et dire mais c'est quoi ce délire? On a gagné, et en même temps de dire mais si dans 4 mois je trouve pas l'argent, c'est fini. C'est très bizarre comme vie, mais je l'ai accepté, je l'ai voulu comme ça et c'était le pari que j'ai fait. Alors c'est à la fois
passionnant parce qu'il y a tout à monter, mais en même temps tout le temps en stress de se dire est-ce que on va y arriver? Parce que il n'y a pas que des victoires commerciales qui font que qu'on va arriver, hein. C'est aussi de trouver l'argent parce qu'il nous faut, il faut beaucoup d'argent. Plus on recrute, plus la masse salariale est une charge colossale. Les bureaux, plus on en met dans différents endroits, plus ça devient cher. Et les développements, hein. Et voilà, tout ça coûte énormément d'argent. Et quand on dit on n'en rentre pas trop parce qu'on doit prendre des marchés le plus vite possible, il y a un moment, ça devient tendu, mais c'est le jeu. Mais voilà. Mais c'est passionnant à vivre. Ok. T'as une règle de vie, des routines, des rituels, quelque chose qui fait que dans ta vie d'entrepreneur, t'es efficace, équilibré. T'as des choses à nous partager sur ce sujet? Alors, je fais le plus souvent possible la méthode Wim Hof le matin. Je vous conseille de regarder sur YouTube. Ouais, moi je sais ce que c'est, mais je vais rien dire. On laissera les gens aller voir. Ça marche bien et c'est efficace. Et après, c'est essayer de pas se laisser embarquer dans je fais que ça. Parce que si je Mhm. fais que ça, en fait, je suis plus du tout créatif et je suis très fatigué. Donc, je vais dégager quelque chose quand je vais voir les gens qui va devenir. Bah, il m'embarque pas parce qu'en fait, il est Mhm. épuisé, donc il est tendu, il est énervé, on le voit et ça. Donc, en fait, il faut arriver à trouver une sorte d'équilibre. Et en même temps, on se dit, j'ai pas le temps de me reposer. Et en même temps, si on est passionné, on se fait croire qu'on n'a pas le temps parce qu'on a l'énergie, mais l'énergie, tout doucement, là, elle peut partir d'une manière très tendue et on tient sur les nerfs. Ça, je pense que, et c'est l'âge qui fait que je deviens mature, parce que ça, j'ai fait les bêtises pendant plusieurs années de me dire non, non, c'est pas grave, à fond, à fond, à fond. Le à fond, en fait, fait qu'on est moins productif dans tous les domaines. Donc, il faut faire très attention à essayer de trouver un équilibre, de se donner à fond, de bosser et de aussi embarquer les autres, parce que pas penser tout le temps qu'on doit tout faire tout seul. Arriver à faire confiance aux autres qui feront différemment. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris pendant ces années. Suivant son caractère, ça peut être très compliqué à comprendre. Et puis tu l'as dit, pour que les gens misent sur toi, il faut toi que tu mises sur toi d'abord en premier. Sur moi et sur d'autres, parce qu'il y a aussi quelque chose, c'est que les investisseurs, au début, ils se disent, il me passionne, sa passion, et il me la transmet, et donc je crois à ce porteur de projet, go. Sauf qu'après, quand on commence à demander de plus en plus d'argent et que les années passent dans le projet, en fait, ça se retourne. C'est pas ça. Alors évidemment, il faut qu'ils aient confiance au porteur de projet. Mais alors la deuxième question, c'est ton équipe, s'il te plaît. C'est qui? Je veux le pedigree. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tout le temps une peur qui est, si ça tient trop sur les épaules d'une personne, quand ça commence à grandir, c'est excessivement dangereux pour un investisseur. Donc il faut montrer. Alors c'est pas que c'est un peu du marketing ce que je dis, mais en même temps, à vivre au jour le jour, il vaut mieux être bien entouré. Parce que en fait, plus tu grandis, quand on est là, actuellement, on est à 54 salariés. Si j'étais seul à penser que je suis le seul à tout faire et à savoir faire, c'est fini depuis longtemps, hein. La boîte n'existerait pas parce que il y a trop de choses à faire tous les jours et à gérer. Donc il faut faire confiance, il faut bien s'entourer et pour faire confiance, il faut bien s'entourer. Voilà. Ok. Tout à l'heure, je disais si tu avais un livre, une ressource ou quelque chose à nous conseiller. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'IA, mais plus globalement sur le business ou pas d'ailleurs, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a un peu aidé ou que tu recommandes régulièrement. Là, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, c'est un livre que je lis actuellement parce que je discute même de vive voix avec lui. C'est Luc Julia qui Ok. a créé Siri et puis qui maintenant est le patron de la recherche chez Samsung. Donc on a des échanges tous les 3-4 mois en visio et il suit Weedy de près, il aime bien notre parcours. Et là, je lis son livre et je regarde un peu son parcours qui je trouve est marrant parce qu'il a un bon caractère. Mhm. Il va un peu à l'encontre et il dit des choses qui ressemblent un peu à Weedy. C'est-à-dire qu'il dit que C'est le livre bah, le titre c'est l'IA n'existe pas, c'est voilà, celui-là? exactement. Et rien que le titre me plaisait. Et c'est surtout que lui dit bien que dit un peu ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que l'humain doit rester au centre et que Mhm. ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est une multitude d'algorithmes qui, c'est même
apprennent, c'est stockent des choses et analysent. C'est-à-dire, il y a pas une notion d'intelligence derrière. Par contre, comme j'ai dit au début, c'est une matière qui permet de créer, et ça fait beaucoup de bien. Parfait. Ben, on va conclure là-dessus. Les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur Weedy, vous communiquez un peu partout, les différents réseaux, et les gens qui aimeraient te contacter toi, le plus simple, c'est de les envoyer vers quoi? Ton LinkedIn? Ouais, LinkedIn, je réponds. Ok, LinkedIn, Cédric Dumas, ça Alors, marche. pour me vendre quelque chose, non. Parce que sur LinkedIn, il y en a beaucoup. Mais si c'est juste pour discuter, je discute toujours. Discuter, échanger sur l'IA, sur l'internationalisation, sur le monde des startups, enfin un petit peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup Cédric, vraiment infiniment. Ça y est, c'est mon record, c'est l'épisode le plus long C'était le plus du long. podcast. Yes. Je m'en doutais, mais écoute, j'ai pas vu le temps passer et honnêtement, j'espère que ce sera de même pour les personnes qui écouteront. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer vos retours, à écrire à Cédric sur LinkedIn en me disant j'ai écouté sur le podcast et j'ai bien aimé. Ou alors, ça a été Merci. trop long. Ou alors si ça a été trop long. Bon, de toute façon, si c'est trop long, les gens sont plus là au moment de ces dernières blagues. Merci beaucoup Cédric et puis je te dis à très bientôt. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si celui-ci t'a plu, bonne nouvelle, il en existe plein d'autres que tu n'as peut-être pas encore écoutés. Et si tu ne veux pas louper les suivants, je t'invite à t'abonner avec la plateforme de podcast que tu utilises. Apple, Spotify, Deezer et plein d'autres. C'est simple, on est dispo quasiment partout. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos retours et commentaires. Continuez, c'est vraiment très précieux pour moi. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.